Bonjour à tous. Les marches pour le climat continuent de se dérouler tous les jeudis dans les rues de Bruxelles ou même ailleurs. Ce sont par les étudiants qu'elles sont organisées. Aujourd'hui, nous vous en donnons la parole au cours de ce débat pour pouvoir réagir et interférer avec les différents invités. Je vais vous présenter les professeurs, M. Van Kiekelberg, M. Convert et M. De Keyser. Nous avons également des élèves, Florian Rioux, Eléa Duty, Naïva Tertipis et Joséphine Van de Velt. Et pour finir, nous avons nos deux invités, qui est Monsieur le bourgmestre Bruno Lefebvre et Monsieur le principal, Monsieur Canfin. Je vais donner la parole à Margot. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous vous invitons à placer tous vos déchets dans les poubelles qui sont autour de vous. Cela afin d'éviter que le 7e continent s'agrandisse, car en effet, il est constitué de plusieurs déchets qui flottent dans l'océan Pacifique. Il est en tout d'une masse de 80 000 tonnes, soit 3 fois la France. De plus, 126 tonnes de déchets sont générés chaque seconde dans le monde. Alors, après avoir entendu ces chiffres, comment réagissez-vous ? Quelles sont vos inquiétudes face au changement climatique que l'on annonce ? Pour vous, les intervenants, avez-vous des réactions à propos de, par exemple, la disparition de 60% des animaux sauvages ou de l'accumulation des déchets ? D'abord, merci de m'avoir invité ici aujourd'hui. C'est une première et c'est un plaisir. Donc, merci à tous les intervenants et à tous les participants de passer votre temps de midi ici à nous écouter. Moi, je pense qu'effectivement, il est grand temps de se réveiller, qu'aujourd'hui, on se rend compte de plus en plus qu'il y a un vrai problème environnemental. Je pense d'ailleurs qu'on s'en rend compte depuis fort longtemps, mais c'est seulement maintenant qu'on commence vraiment à se dire qu'il faut changer les choses. C'est maintenant que des jeunes comme vous manifestent chaque semaine pour justement essayer de les changer et pousser les politiques à les changer. Maintenant, j'ai juste une petite réflexion parce que je trouve ça, et on en parlait justement tout à l'heure avec votre principal, c'est très chouette de manifester toutes les semaines parce que ça marche. Je pense effectivement que de plus en plus on sensibilise et on pousse le politique à changer les choses, mais il faut aussi que vous changiez les choses vous-même chez vous. Depuis que je suis ici, ça fait une demi-heure que je suis là, j'ai vu plein d'emballages en aluminium, j'ai vu plein d'emballages en plastique, j'ai vu plein de canettes, j'ai vu plein de bouteilles d'eau. Et donc, je pense que tous, on doit s'y mettre aussi. Et donc, vous aussi, nous aussi. On en parlera après, vous verrez. Au niveau de la ville, on s'y met tout à fait clairement. On prend plein de mesures pour essayer d'intervenir. Mais je pense que c'est vous aussi, en tant que jeune futur responsable, où vous devez vraiment vous mouiller et démontrer que c'est possible. J'ai encore une petite question. La problématique du climat, justement, est-ce que c'est un sujet récurrent au sein des conversations au niveau du conseil communal ? Oui, en tout cas, ça l'est depuis maintenant quelques années, puisque la ville s'est lancée dans la signature de la Convention des maires, donc qui est un pacte en fait dans lequel on s'engage à faire toute une série d'économies, tant en matière de réduction de production de CO2, en matière de réduction de déchets en général. Et encore aujourd'hui, on avance de plus en plus. La ville s'est engagée au zéro déchet, ce qui n'est quand même pas une petite chose pour une ville comme la ville d'Ath. C'est 325 employés et ouvriers. Et donc se lancer dans une dynamique zéro déchet, c'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant. Mais je pense qu'on va vraiment y arriver. Et donc effectivement, du coup, on en parle vraiment régulièrement au conseil communal. Oui. Merci. Et vous, les élèves, vous avez tous sûrement entendu parler de Greta Thunberg, qui est une jeune Suédoise de 16 ans qui milite pour sauver le climat. Est-ce qu'elle vous a ouvert les yeux à propos de cela ? Que pensez-vous de son engagement ? Vous souhaitez réagir ? Non ? Ça marche. Oui. Moi, j'avais toujours su qu'il fallait faire quelque chose pour le climat, mais
ça marche. Ah. Mais pour les marches et tout, j'ai assisté à une et ça fait vraiment plaisir de voir que de plus en plus de monde s'y intéresse et qu'on est vraiment tous unis pour cette cause et que beaucoup de jeunes commencent à vraiment faire des choses pour changer parce que c'est quand même nous l'avenir et c'est à nous qu'appartient le monde de demain. Donc oui, je trouve que c'est vraiment une bonne initiative. Quelqu'un d'autre souhaite réagir à propos de cela? Non? Et vous, le public, que pensez-vous de l'avenir de votre planète? Êtes-vous indigné comme Greta Thunberg? Êtes-vous optimiste ou plutôt pessimiste? Si vous voulez prendre la parole, vous pouvez demander le micro absolument à zéro parce qu'on a eu un problème. Bon, je passe la parole à Solana. Monsieur Van Kiekelberg, vous souhaitez réagir sur la thématique? Moi, je vais peut-être un peu vous surprendre, mais au niveau des marches pour le climat, je suis convaincu qu'en tant que levier politique, c'est une utopie et que c'est inutile. Mais maintenant, en termes de prise de conscience des jeunes et de la population, c'est évidemment quelque chose de fantastique. Mais moi, je suis quelqu'un qui est je vais dire adepte, mais adepte, ça fait un peu sectaire, mais j'accepte les idées de ce qu'on appelle la collapsologie. Alors, je vais vous expliquer peut-être en 2-3 minutes. C'est assez complexe, donc je n'ai pas le temps de tout vous expliquer, mais c'est l'idée comme quoi on est dans une société ultra-libérale, capitaliste qui s'accélère. On sera en 2050 10 milliards sur Terre. Et une société aussi où les matières premières, alors j'ai fait une petite liste parce que je suis venu ici avec des informations quand même, qui sont scientifiques, c'est que le lithium qui permet de faire des batteries en 2050 n'aura plus, le zinc, le fer, l'aluminium, le zinc c'est pour 2020, le fer pour 2080, l'aluminium 2140, mais finalement c'est demain ça, hein. 2140 c'est pas si loin. Le néodyme qu'on utilise dans les éoliennes, il est occupé d'exploser au niveau des prix. Et surtout le pétrole, on considère que de 2025 à 2040, c'est fini. En fait, il y en a encore, mais c'est trop profond pour aller le chercher. Et donc, on est dans une société qui va, c'est même pas dans le mur, mais qui va dans le ravin. Donc, c'est de prendre conscience ça fait peur hein, quand je raconte tout ça. Ça fait des mois et des mois que je travaille sur moi à ce niveau-là, mais je suis quelqu'un, depuis que je suis tout petit, j'avais des fiches avec des espèces animales qui disparaissaient, qui étaient en extinction, et on n'a rien solutionné depuis. Et pour moi, en fait, il est trop tard pour changer le climat. Et le climat, en fait, on le prend individuellement, mais c'est toute une polémique beaucoup, beaucoup plus complexe que ça. Et je pense, c'est bien que M. Bourgmestre soit là, c'est que c'est au niveau individuel et communal, dans des petites structures, qu'on va pouvoir faire la transition. Pas une transition écologique, enfin si, il faut jouer là-dessus, mais aussi une transition sociétale, et qu'il va falloir changer les choses à plein de niveaux. Imaginez un monde sans pétrole, c'est toute l'agroalimentaire qui va en pâtir. Donc toute votre nourriture est basée sur le pétrole, parce que le pétrole c'est utilisé pour l'agriculture intensive, pour faire des engrais, pour faire des pesticides. Tous les déplacements, c'est le pétrole. Et donc, comment est-ce qu'on va faire sans pétrole? Et je pense qu'au niveau administratif, au niveau communal et au niveau individuel, c'est là qu'il faut changer les choses. Et j'espère que les bourgmestres actuels et à venir, dans les décennies à venir, vont s'informer là-dessus, travailler avec la population et changer les choses à ce niveau-là. Bon, désolé d'avoir plombé l'ambiance. Et c'est très complexe et il y a vraiment encore beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je ne vais pas non plus monopoliser la parole. Bien, merci. Moi, je vais quand même être un peu plus optimiste.
Parce que, bon, même si on annonce des dates de fin de zinc, de fin de pétrole, l'homme a toujours été assez intelligent pour trouver des solutions à ces problèmes. Et la technologie n'a fait que progresser. Mais bon, évidemment, tout a une fin, c'est clair. Maintenant, peut-être que ce sera du recyclage de ce qu'on a déjà exploité. Tout est envisageable à partir du moment où on prend le problème à bras-le-corps. Je voudrais parler et revenir sur la question des manifestations. Moi, je pense que c'est relativement efficace, même si à long terme, il faudra changer de moyens d'action. Moi, je trouve que le monde politique a beaucoup bougé, même si à la Chambre, la révision de la réforme de l'État, l'article 107, le 7 bis, je pense, parce que je ne suis... Bon. Même s'il n'est pas passé, il y a eu une réflexion, et moi, sincèrement, je ne pensais pas du tout que les partis politiques allaient prendre la dynamique. Bon, ça ne s'est pas fait, les raisons sont là. Moi, je pense qu'ici, on ne serait pas réunis s'il n'y avait pas eu les manifestations de jeunes. Et donc, votre présence et notre présence ici, elle est due à ça, et je pense que ça, c'est important. Ce que je voulais dire aussi, c'est que la première des solutions, comme disait M. Lefebvre, c'est une solution individuelle. Hein. On n'aurait pas de problématique de déchets si on n'en faisait pas, ça c'est clair. Et donc, il faut en faire le moins possible. Je pense qu'il faut prendre aussi, comment dirais-je, il faut prendre l'exemple de nos grands-parents qui vivaient sans toute une série de choses. Et on s'est encombré à cause de la société, à cause de l'économie de marché, de toute une série de choses inutiles qui font notre vie. Et il faut peut-être avoir une réflexion. Les boîtes à tartines, c'est une bonne solution à l'aluminium. Les canettes, il faut trouver une solution. On nous a facilité la tâche, mais maintenant il faut en revenir à une autre manière de vivre. Et c'est, à mon avis, d'une part, la solution individuelle qui doit être préconisée, et quand on agit individuellement, on agit aussi politiquement. Et donc, c'est par vos voix que vous allez aussi changer le monde et mettre au pouvoir des gens qui sont sensibles à la problématique. Moi, je tiens à souligner aussi, parce qu'on critique énormément l'Union européenne avec les tristes moments qu'elle est en train de vivre. Mais l'Union européenne, elle a mis au point, on l'a vu avec les 6e, un plan, l'Europe 2020, les projets qui sont extrêmement concrets, parfois très contraignants pour les pays. Sans l'Union européenne, il y aurait toujours ces égoïsmes nationaux qui seraient toujours au-dessus de, comment dirais-je, des problématiques qui nous dépassent. Hein. Avec les 5e, j'en reviens aussi, et c'est vrai que M. Van Quickelberg peut être pessimiste à ce niveau-là. Avec les 5e, on voit que la population mondiale va monter à 9 milliards et demi de personnes durant votre génération, durant votre vie. Et il est évident que si nous, pays riches, on ne fait rien, eux, ils vont avoir des aspirations, évidemment, pour vivre mieux, et on arrive dans une problématique encore beaucoup plus complexe. Ça, c'est vrai. Bon, je vais arrêter de parler, je vais donner la parole à quelqu'un d'autre. Est-ce que quelqu'un souhaite encore réagir? Non. Je passe la parole à Solana, qui va parler des manifestations. Donc, ces derniers mois, il y a beaucoup de critiques qui ont fusé à propos des manifestations pour le climat. Certaines écoles ont dissuadé les élèves d'y participer, et d'autres, comme à Enghien, ont organisé des manifestations dans la ville. Et donc, moi, je vous pose la question, mais que pensez-vous de ces réactions qui sont très différentes? Je vais d'abord interroger les élèves. Selon moi, c'est les manifestations, une bonne idée d'y aller, en tout cas au début, pour que le problème soit médiatisé, en fait, parce que c'est pas les manifestations en elles-mêmes qui vont faire changer la situation au niveau politique, mais c'est la médiatisation du problème, je pense, c'est mon avis en tout cas. Et donc le fait que les manifestations aient été organisées, c'est positif, et ça a été rendu positif en fait par le fait que les gens qui ont organisé les manifestations ont proposé des actions concrètes, comme il y a des organisations qui ont publié des manifestes, etc., avec des actions concrètes à poser. Donc c'est uniquement grâce à ça que les manifestations ont été rendues positives. Donc les manifestations, oui, c'est bien, mais uniquement pour faire en sorte que le problème soit médiatisé, selon moi.
moi je vais prendre la parole aussi parce que la manifestation, comme Florian a dit, c'est vraiment pour médiatiser le problème et aussi pour montrer notre mécontentement à nous et surtout pour sensibiliser les gens également. Et je trouve ça un peu aberrant que notre directeur ne nous laisse pas forcément y aller, même par tournante de classe ou autre, parce qu'il faut que ça continue également. C'est un problème qui va durer, je suis désolée, mais ça va durer et je ne veux pas vous attaquer non plus, mais ça pourrait être intéressant de mettre en place une tournante. Voilà. J'allais de toute façon intervenir, tu me permets de le faire encore plus facilement. Il y a plusieurs choses. D'abord, je n'ai pas interdit les manifestations, je vais y revenir après. Je crois qu'il y a quand même plusieurs choses qu'il faut avoir en considération. C'est qu'une école, et a fortiori la direction, on a aussi des obligations et des responsabilités. Et je ne peux pas faire forcément ce que je veux. Donc, par exemple, vous autoriser comme ça, sans raison valable, à dire vous pouvez quitter l'école, c'est quelque chose que je ne peux pas faire. Pour ce qui est de la première manifestation, simplement c'est simple. Le mercredi matin, on m'avait envoyé un message, c'était toi Florian, je pense qu'il m'avait envoyé un message le mardi soir que j'ai découvert dans la boîte professionnelle le mercredi matin. Et c'était impossible de donner l'autorisation au pied levé pour le lendemain, tout simplement. Dès le début, j'en avais parlé avec les éducateurs, pour moi il était important que si il y avait participation du collège, c'est que ce soit encadré par des professeurs. Il se trouve que c'est la lignée après qui nous sera proposée par le ministère qui dit ok, pourquoi pas, on peut participer à des manifestations et ça ne doit pas être fait n'importe comment. Et donc, pour la première fois, simplement, c'est que moi, légalement, je ne peux pas donner d'autorisation. Mais que si quelqu'un a participé, c'était à toi que je l'avais dit, je ne punirai pas les élèves qui participaient, mais je voulais simplement avoir l'autorisation des parents. Parce que moi, je suis responsable vis-à-vis de vos parents. Et donc, les élèves qui avaient un mot pour participer sont partis. Qui d'entre vous est parti le premier jeudi? Voilà, donc il y a bien des élèves, et donc c'était possible pour tout le monde. Alors après, vous allez me dire pourquoi ne pas en avoir parlé plus vite? Parce qu'on m'a demandé d'y aller trop tard. Moi, le mercredi matin, matériellement, ce n'était pas possible d'aller plus vite. Maintenant, moi, je reste persuadé qu'effectivement, ces premières manifestations ont été très positives. Je suis pour le mouvement. Je suis tout à fait sensibilisé au fait que pour le climat, il faut bouger. Maintenant, je crois que les politiques l'ont compris aussi. Parce que vous avez beau dire, mais changer une constitution, ce n'est pas quelque chose d'aussi anodin que ça en a l'air de l'extérieur. Et que les partis qui ont refusé de bouger la constitution, d'autre part, ont fait d'autres propositions. Donc il faut peut-être analyser ça beaucoup plus calmement. Mais je crois effectivement que sur place, dans l'école et dans Hâte, c'est la priorité qui doit, à mon avis, vous pousser. Et notamment avec quelques élèves, j'en ai discuté, quand je vois le tri des déchets qui n'est même pas fait correctement dans l'école, moi je veux bien qu'on aille manifester à Bruxelles, c'est bien, mais bon, je crois que si on commençait déjà au quotidien à appliquer ça dans l'école, je serais quand même très rassuré. Voilà, donc je n'interdis pas ces autorisations, mais je ne peux pas donner un blanc-seing comme ça du jour au lendemain, c'est ma responsabilité de directeur en fait. Voilà. Certains d'entre vous ont participé donc aux manifestations en criant les slogans tels que « T'es bonne sans carbone » ou encore « Quand c'est fondu, c'est foutu ». Eh bien, quelles étaient vos motivations concrètement? S'il vous plaît. Très gentil. Pour mon avis, je pense que c'est partagé quand même avec un grand nombre de personnes. On voulait faire ça surtout pour l'effet de foule que ça pouvait avoir, parce que c'est quand même ça qui a eu le plus d'impact. Par exemple, sur Facebook, qu'on voyait qu'on était 32 000, il me semble, et que c'est quand même un petit peu grâce à tous ceux qui y sont allés que ça a eu autant d'impact médiatiquement. On en a parlé un peu à la télé, tout ça, et c'est parce qu'il y avait autant de monde qu'on a pu un peu faire changer les choses à notre manière. Est-ce que d'autres souhaitent réagir par rapport aux manifestations? Eh
bien, je vous propose de passer aux solutions à grande échelle. Donc, parmi nous, il y a plusieurs élèves qui ont des idées, qui ont des projets, aussi bien au niveau international que régional. Donc, savez-vous qu'à Bruxelles, par exemple, 94% de la consommation d'énergie sont consacrés au trafic routier, par exemple les voitures et les camions, mais seulement 6% pour les transports en commun. Est-ce que vous avez des suggestions à propos de cela? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez des projets à développer ou des idées? Donc voilà, je prends la parole parce que moi, je suis élève et le matin, mes parents savent pas me conduire, du coup, je prends le bus. Tous les mois, mes parents doivent verser des sous sur mon abonnement pour prendre le bus, mais c'est un coût considérable pour... sur une année, je pense que c'est 300 € d'abonnement, mais pour se rendre à un endroit tous les jours, aussi quotidiennement, je pense qu'on devrait réduire les coûts des transports en commun, que ce soit le train, le bus... ou même les vélos électriques pour ceux qui habitent pas loin, qui préfèrent le vélo électrique parce qu'ils ont peut-être pas la forme physique pour faire du vélo, etc. Merci. Et vous, parmi les intervenants, est-ce que vous avez des idées, des petits projets D'un niveau mondial, je pense qu'il faudrait vraiment planter des arbres pour le CO2. Stopper les centrales nucléaires et mettre des énergies renouvelables, c'est super important et ça changerait vraiment beaucoup les choses. Électriser les transports, privilégier le vélo, à pied, ça c'est pour chacun de son côté, quoi. Puis aussi, je sais pas si c'est vraiment faisable, mais je sais que sur internet il y en a beaucoup qui en ont parlé, de mettre un prix sur le carbone pour que ça coûte plus cher aux industries de polluer et de cette manière du coup il y aurait moins de pollution. Merci. Et au niveau communal, on peut imaginer, enfin, dans toutes les communes, des grands parkings aux abords des villes ou des dépôts d'élèves avec des trottinettes électriques ou des... Je ne sais pas si dans les projets. Au niveau du sujet communal, on peut y passer tout de suite. Mais donc, oui, effectivement, mais c'est vraiment un problème global, un problème qui doit être pris dans sa globalité, c'est clair. Déjà, moi, je reste convaincu que si on veut à un moment changer les habitudes, il faut offrir des vraies alternatives. Ça commence, par exemple, lorsqu'on refait une voirie, à créer des vraies pistes cyclables, parce qu'on ne peut pas demander aux gens de prendre leur vélo si on oublie de faire la piste cyclable quand on fait la voirie. Par exemple, au niveau communal, on vient d'acheter 4 vélos électriques qui sont mis à disposition d'ailleurs du citoyen s'il le souhaite. Le personnel communal les utilise aussi pendant la journée. Ici, on est en train de réfléchir à mettre à disposition du citoyen aussi nos véhicules communaux, parce qu'on a un parc communal qui est assez important, un parc de véhicules assez important. Et donc l'idée, ce serait qu'en dehors des heures de travail de notre personnel ou le week-end, les habitants qui ont besoin d'une voiture pour aller faire une course, qui ont besoin d'une voiture pour se rendre dans la famille, ne soient pas obligés d'en acheter et puissent justement utiliser nos véhicules en véhicules partagés. La problématique des transports en commun, c'est une problématique qui est évidemment très très importante aussi. Aujourd'hui, par exemple, pour aller, si vous travaillez au zoning de Guilanguien et que vous faites les pauses, mais vous ne savez pas le faire en bus parce qu'il n'y a pas de bus en suffisance qui vous permettent de faire le trajet gare-date-zoning. On est en train aussi de beaucoup se pencher sur la SNCB. Vous avez vu qu'on on s'était opposé aux phases 2, 3 et voire 4 de la route Péridaïsa, parce qu'on se dit que c'est un peu facile de se dire aujourd'hui, macadamisons toute une partie de notre pays vert et tant pis pour la nature, tant pis pour l'environnement. Donc on essaye aussi de trouver des possibilités. Aujourd'hui, vous avez Péridaïsa qui est la première attraction touristique de Belgique et vous avez, je crois, un train par heure. Vous n'avez aucune gare ni à Âtre, ni à Brugelette, ni à Cambron-Casteau qui est adaptée aux visiteurs.
Et donc voilà, si on veut être crédible, si on veut pousser les gens à prendre le train, il faut aussi faire des aménagements qui leur permettent de prendre le train de manière régulière, qui leur permettent de descendre du train et surtout de prendre le train dans des conditions accessibles aussi, évidemment. Si vous devez payer 30 € pour arriver en train à Paradise, ça n'a pas de sens non plus. Et donc il faut vraiment le prendre dans sa globalité, mais je pense qu'évidemment les pouvoirs publics ont des solutions à mettre en place. C'est sûr qu'au niveau des pouvoirs publics, par exemple, pour le moment, au niveau des voitures de société, c'est une voiture sur 3 qui est une voiture de société en Belgique. Et je pense que ça représente justement 3 milliards, etc. Pour l'État. Le même budget, un peu moins, c'est 3 milliards aussi pour la SNCB, etc., les transports en commun. Si on supprimait les voitures de société, on pourrait remettre 3 milliards en plus du côté des transports en commun. Et enfin arriver à cette plus ou moins gratuité ou petite participation quand même. Je pense qu'il faut payer un petit peu quand même pour le transport en commun. Il ne doit pas nécessairement être gratuit pour être abordable. Et donc moi par exemple, si je dois aller à Bruxelles, visiter quelque chose avec mes enfants, on a une famille de 4. Pour le moment, j'ai plus intérêt à prendre la voiture pour aller à Bruxelles que de prendre le train. Le train, si on n'a pas d'abonnement, de conditions un peu plus spécifiques, ça explose. C'est beaucoup trop cher. C'est pas normal. Maintenant, on parlait des solutions plus globales. Pas plus tard qu'hier, au journal de TF1, ils annonçaient une nouvelle génération de panneaux photovoltaïques, donc plus rigides comme on les connaît maintenant, mais c'est une genre de feuille qui peut s'adapter sur n'importe quel support et qui va prendre l'énergie solaire, mais aussi l'énergie même des lampes. Donc on pourrait recouvrir de cette matière, ce nouveau panneau photovoltaïque, beaucoup plus de matière et donc arriver à avoir une production verte énorme. Cette énergie verte pourrait servir à justement passer vers les voitures électriques, etc. Merci. Je laisse la parole à Solana. Toujours au niveau communal, après avoir participé aux manifestations, comment agissez-vous au quotidien? Je passe la parole aux élèves. Quels sont donc les changements concrets que vous avez intégrés dans votre vie quotidienne depuis le début? Moi, je n'ai pas vraiment effectué de changement parce que déjà avant, j'ai été au courant de la problématique et depuis toujours, dans ma famille, on fonctionne comme ça. Donc, tri des déchets, le moins de déchets possible. Enfin, en tout cas, chez moi, il y a un ramassage de déchets toutes les 2 semaines et on fait autant de déchets en 2 semaines que certaines personnes en une demi-semaine ou en une semaine alors qu'on est une famille de 5. Donc, comme quoi c'est possible de diminuer ces déchets. Donc, c'est pas depuis les manifestations, mais depuis que ça devient de plus en plus fréquent, l'ouverture des magasins en vrac, on y va de plus en plus souvent, on essaie de manger non pas bio, mais le plus possible local et si possible local et bio, enfin toutes des choses comme ça, le plus possible de déplacements à vélo, à pied, même si dans la région ici c'est difficile. Alors là se pose le problème du transport en commun, et un second problème aussi à Ath, c'est si on veut venir à vélo, les pistes cyclables c'est bien, mais où est-ce que je mets mon vélo en centre-ville? Ou alors je dois mettre mon vélo sur un parking à 10 km, à 10 minutes à pied du centre-ville et bien l'attacher parce que comme ça je suis sûr qu'on ne va pas me le piquer. Mais en centre-ville, où est-ce que je peux ranger mon vélo de manière sécurisée pour une journée ou même pour quelques heures? Moi j'ai encore vu ça nulle part. Peut-être qu'on pourrait essayer de construire des abris sécurisés à vélo sur l'esplanade par exemple, ou là où il y a de la place, près du parc, c'est des endroits où on pourrait en mettre. Ici au collège, maintenant on en a fait un depuis l'année passée à l'intérieur du collège. Mais après, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'être venu à vélo et de devoir attacher mon vélo sur un trottoir, un poteau de signalisation ou des choses comme ça. Et c'est franchement pas très pratique. Sinon, au niveau local aussi, ce qu'on pourrait faire, c'est comme disait M. Van Kuckelberg tantôt, c'est des grands parkings en périphérie. Et alors peut-être prendre des partenariats comme dans les grandes villes avec les villos, etc. Mettre des bornes comme ça un peu partout, et ça, je pense que ça pourrait vraiment aider à promouvoir le fait que les gens se déplacent plus avec la mobilité douce, etc. Une autre possibilité que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui y ont déjà pensé et que je trouve plutôt pas mal, c'est le week-end rendre par exemple le centre-ville de Ath en rue cyclable, etc. Priorité aux piétons et aux vélos, et pour encore plus pousser les automobilistes à quitter en tout cas la petite enceinte dans un premier temps de la ville et
promouvoir le déplacement à pied à vélo. Et donc, monsieur le bourgmestre, que pensez-vous de ce que vient de dire Florian? Non, ça va, j'ai pris celui-là. Mais donc, pour les parkings, effectivement, il n'y a pas beaucoup de parkings dans le centre-ville aujourd'hui, des parkings à vélo, mais il y en a quand même quelques-uns. Il y en a un juste derrière la gare, contre le commissariat de police. Et nous allons investir dans les prochains mois sur des parkings sécurisés fermés là, pour les vélos. Donc, c'est prévu. Sur les parkings de dissuasion à l'entrée de la ville, je pense qu'il faudra évidemment y arriver, puisque aujourd'hui, vous avez remarqué que la ville est un peu bouchée le matin et le soir, et donc, quoi qu'il arrive, il faudra trouver des solutions. Sur le centre-ville piéton, je ne suis pas opposé du tout à l'idée du centre-ville piéton, mais moi, je reste convaincu qu'on aura de toute façon toujours besoin de voitures. Et donc, il faudra trouver des solutions de parking aussi en centre-ville pour que les gens puissent arriver en centre-ville en voiture. Il y aura toujours des gens, et on le voit déjà aujourd'hui, il y a des gens qui ont presque envie de rentrer dans le magasin. Ici, si vous aviez un accès à l'école jusqu'ici en voiture, je pense que certains parents viendraient jusqu'à la porte avec leur voiture aussi. Et donc, on doit être imaginatif. Pourquoi pas ne pas songer à des parkings souterrains en centre-ville où les gens pourraient, par exemple, sur la place, venir se garer sous la place. Et alors, ça nous permettrait effectivement d'avoir un centre-ville avec la place, avec la rue de Pintamont, avec la rue Augade, qui seraient des rues piétonnes, pourquoi pas. Mais il faut que les possibilités de parking soient vraiment à proximité, sinon ça ne marchera pas. Il y a un super exemple, c'est l'exemple de Louvain-la-Neuve. Je crois que c'est évidemment une réussite totale. Tout le monde se gare sous la ville, mais la ville, évidemment, le premier étage de la ville est réservé aux piétons. C'est pas impossible, hein. Il y a eu des études de parking souterrain en centre-ville, sous la place d'ailleurs. Et donc, on pourrait très bien faire une entrée dans le parking souterrain par la rue de France, une sortie par la rue de Brantigny, et ça permettrait de récupérer tout un espace dédié aux promeneurs et aux cyclistes. Il y a vraiment des solutions, on y travaille aujourd'hui, on travaille vraiment sur toute une série de champs, et donc l'idée c'est effectivement de faire en sorte que hâte puisse aussi être rendu aux promeneurs et aux vélos. Est-ce qu'au niveau communal, on dit souvent Hâte c'est le pays vert, donc je suis moi-même petit-fils de fermier. Et quand je discute encore avec des fermiers, ils ont du mal à faire cette transition. Et pour eux, il faut qu'ils aient du rendement sur leur champ. Donc ils sont pro Roundup, ils sont pro pesticides, etc. Ou engrais. Mais je pense qu'on ne les sensibilise pas assez pour ce changement. Donc il y a certains fermiers qui ont compris qu'il fallait revenir à du local et pourquoi pas vendre leur bétail directement. Ou directement leur beurre, leur fromage, etc. Mais je pense qu'aussi au niveau de l'agriculture, on doit, pourquoi pas en commençant par Hâte, les sensibiliser à faire cette transition vers une agriculture plus durable et plus respectueuse, quoi. Et vous, le public, que pensez-vous, par exemple, de la gestion des déchets dans l'école? Que faudrait-il améliorer pour que l'école soit plus verte? Ah, pardon. Je voulais répondre, mais c'est pas grave, hein, on peut écouter le public et je répondrai après. Oula. Déjà la cantine, pour les pâtes c'est dans des pots en polyester qu'on jette après. Les fourchettes en plastique aussi, on vend des canettes, à la procure c'est des produits sous-emballés. Déjà il faudrait changer de ce côté-là. Et après c'est à chaque élève de changer, prendre une boîte à tartines et une gourde au lieu de l'aluminium et une bouteille d'eau. Donc voilà. Voilà, comme le principal a dit, c'est vrai que le tri ici est quasiment inexistant, mais je trouve aussi qu'on ne donne pas vraiment les moyens de trier les déchets. Donc je trouve qu'il n'y a pas assez de poubelles et pas assez de poubelles différentes. Et je trouve qu'un petit geste, ce serait par exemple de mettre des poubelles de tri, ne fût-ce qu'aux étages. Par exemple des poubelles à PMC au premier étage, deuxième étage, ne fût-ce que pour mettre des canettes. Et mettre plus de poubelles différentes dans la cour et un petit peu mettre des poubelles comme dans les gares en fait. Des poubelles de couleurs différentes, donc des
des sacs poubelles, oui, des poubelles vertes, jaunes, bleues, pour les différents tris. Ce serait plus ludique, plus beau, plus de couleurs dans l'école. Moi, je voulais m'exprimer pour la mobilité. Oui, il y a beaucoup de voitures le matin dans Hâte. Peut-être parce qu'il y a beaucoup de parents, de grands-parents qui conduisent leurs enfants quasi dans l'école. Et moi, ça m'est déjà arrivé de me parquer au faubourg de Tournai, devant chez des gens qui, eux, prenaient la voiture. Moi, je me parquais là parce que je ne sais pas aller plus loin. Et eux, ils prenaient la voiture pour conduire leur enfant à l'école, alors qu'ils auraient pu prendre 20 minutes, un quart d'heure, pour les conduire, parce qu'en plus, c'était une mamie, donc elle était pensionnée, elle avait le temps de le faire. Mais c'est vrai, hein, c'est comme ça. Prendre un quart d'heure, 20 minutes pour conduire les enfants à l'école et prendre ce temps pour marcher, discuter avec les enfants. Je pense qu'il y a aussi un travail, et j'en discutais avec Jessica Willock, avec qui je suis en contact, un travail de sensibilisation des parents à faire, de se dire, bien s'occuper de son enfant, c'est pas forcément aller le chercher en voiture à l'école, ça peut être l'accompagner autrement et peut-être mettre en une sensibilisation au covoiturage et se dire peut-être que aujourd'hui en 2019, la meilleure chose qu'on ait à faire, c'est covoiturer, réduire ses émissions de CO2. Voilà. Mais donc je pense que vous avez raison, et ça fait partie de la sensibilisation qu'on doit mettre en place et qu'on va mettre en place, c'est prévu. On va aussi faire des formations justement pour apprendre aux enfants à venir à l'école en vélo. On a vraiment tout un travail à faire et je pense que la commune qui est le pouvoir le plus proche du citoyen doit vraiment prendre ça en main, ça me paraît clair. Pour revenir juste sur les agriculteurs et la production locale, là aussi on en est convaincu et c'est pour ça qu'on se bat notamment pour le maintien de l'abattoir communal. Hein. On est ici, je crois que c'est le 2e abattoir communal de Wallonie, il n'y en a plus nulle part ailleurs. Il nous coûte aujourd'hui plusieurs centaines de milliers d'euros. Mais le défi justement devant lequel on est, c'est de se dire, nous on veut maintenir un abattoir communal où les fermiers peuvent venir, les agriculteurs locaux peuvent venir abattre leur cheptel, travailler avec Coprocin qui est juste derrière. On en a parlé tout à l'heure aussi, on a des cantines communales et des cuisines communales où on essaye vraiment de travailler avec des produits locaux. Donc tout ce travail, on doit le mettre en place. Pour la problématique du Roundup, c'est un tout petit peu plus compliqué, mais on va y arriver parce qu'à un moment donné, le gouvernement wallon va se décider à l'interdire. Simplement, il faut accompagner l'agriculteur, évidemment, hein, parce que les 3 ou 4 premières années où on passe d'une agriculture intensive à une agriculture plus raisonnée, on a effectivement des pertes de rendement qui sont conséquentes. Et aujourd'hui, et ce n'est pas vraiment de la faute des agriculteurs, c'est de la faute des politiques européennes qui ont été mises en place. On a poussé les agriculteurs à faire des investissements énormes en leur disant qu'il fallait aujourd'hui des grosses cultures, des énormes pans d'hectares. Enfin, aujourd'hui, vous avez des agriculteurs qui ont plusieurs dizaines, plusieurs centaines d'hectares à cultiver, donc ils se sont endettés. Et donc si pendant 3 ans, ils ont une perte de rendement parce qu'ils ont décidé de passer à une agriculture plus raisonnée, c'est compliqué pour eux aussi. Et donc il faut que le pouvoir public se mouille, il faut qu'on les accompagne, il faut qu'on leur donne des compensations pendant le temps de ce transfert. Et une fois que la transition sera faite, alors là, on arrivera vers autre chose. Mais je pense que de toute façon, on peut tous noter aujourd'hui que les gens veulent autre chose. Des magasins comme Coprocin aujourd'hui, c'est plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Je crois que c'est 9 millions d'euros de chiffre d'affaires parce qu'ils ont un magasin à tourner aussi qui a un succès fou. Et donc les gens ont envie d'autre chose, ont envie de manger mieux. Excusez-moi, je peux réagir ? Moi je suis quelqu'un qui est très adepte du bus par exemple et je trouve, j'étais à Namur et Namur est super bien desservi par les bus et ils sont tous écologiques, la plupart en tout cas. Et je trouve, et ils circulent aussi beaucoup plus, j'ai pu le constater, il y en avait un quasiment toutes les demi-heures, toutes les quarts d'heure et je trouvais ça super utile et super pratique parce que vraiment je prends le bus tout le temps, mes parents ne savent pas me conduire tout le temps non plus, donc c'est super compliqué et je pense que ça pourrait changer beaucoup de choses aussi. Hâte soit beaucoup plus desservie. Je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui prennent le bus, par exemple le 100, le 10, celui de Flobeck-Elzel, où il n'est pas desservi du tout pendant le week-end. Et c'est super compliqué du coup. Et également, je voulais réagir sur le centre-ville. J'ai réfléchi à ça et je me suis dit pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas, par exemple, fermer le centre-ville au niveau des écoles, etc., pendant les heures de pointe, 16h, 8h, pour que l'accès aux piétons soit beaucoup plus facile, parce que moi je marche dans la rue le matin
je veux traverser à la gare, c'est facile, il y a les gardiens de la paix, mais par exemple dans le centre-ville, c'est plus compliqué. Du côté de l'IPES, près de chez Yves Rocher, il n'y a pas de passage piéton et du coup on traverse comme ça, beaucoup d'élèves traversent comme ça en plein milieu et c'est super dangereux et ça pourrait aussi déstresser beaucoup plus de gens qu'il y ait moins de voitures dans la ville à ce moment-là. Voilà. Je suis désolée, je vais devoir interrompre le débat parce que voilà, ça fait un moment qu'on a dépassé. Donc voilà, je vais faire place aux remerciements. Pour information, vendredi, il y a une journée sans aluminium et nous vous y invitons tous à participer pour bien commencer nos petits projets sur le climat. Alors voilà, ce débat se termine sur ces quelques mots. Nous tenons tout d'abord à remercier les professeurs qui soutiennent le combat des élèves et qui se sont exprimés lors de ce débat. Merci aussi aux élèves et notamment aux membres de Big Green qui font avancer les choses et qui font bouger et qui s'activent pour faire bouger les choses au sein du collège. Nous remercions aussi particulièrement Monsieur le bourgmestre de s'être déplacé jusqu'à nous et d'avoir laissé une place dans son agenda. Enfin, nous remercions aussi la direction qui a donné son accord pour que le débat ait lieu. Merci à Monsieur Pureur qui nous donne l'opportunité de réaliser des projets tels que celui-ci et qui nous guide tout au long. Et enfin, merci à vous, le public, pour avoir contribué à ce que cet échange soit constructif. Voilà, en espérant que les idées soient prises en compte.